la TVT au cœur de l'information. Merci de votre attention. L'actualité ce soir, la francophonie célébrée aujourd'hui 20 mars dans les 84 pays membres de l'OIF avec la langue française comme trait d'union, symbole du vivre ensemble. Événement marqué chez nous par un colloque international. On en parle longuement ce soir. Le français, la langue, sa perception, son influence. Le HCROM lance la deuxième étape du processus d'indemnisation des victimes de violences politiques de 2005. Sont concernées cette fois les victimes non vulnérables. Annonce faite par l'institution ce matin à son siège. Les précisions tout à l'heure dans cette édition. Enfin, le retour au pays, le retour, on peut le dire, triomphal de l'AS Togopor après sa qualification pour la phase de poule de la Ligue des Champions, Ligue africaine bien sûr, qualification source de fierté nationale à vivre. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue aux 20h. Bonsoir à tous. Une date, un événement, la francophonie célébrée ce 20 mars dans le monde entier, du moins dans les 84 pays ayant en partage la langue française, le trait d'union justement entre ces pays, d'où la réflexion sur la contribution de la francophonie au vivre ensemble en Afrique dans l'espace francophone. Grande réflexion nourrie donc ce matin à Lomé par le BRAO, l'OIF et la Commission nationale de la francophonie, Aïcha Zebro, Augustin Kossi. La radicalisation de plus en plus croissante des jeunes et surtout la récurrence des attaques terroristes dans l'espace francophone amène la francophonie à s'engager autrement à travers des actions concrètes. Appeler les jeunes à se mobiliser au profit de la diversité culturelle, la paix et du vivre ensemble. À Lomé, ils sont là pour se prêter à un exercice, exprimer leur fierté d'avoir en commun un seul et même outil de communication, le français. Ils échangeront sur les différents mécanismes d'enracinement de la démocratie pour faire de la francophonie un trait d'union pour agir. À travers ce colloque, il s'agit de réfléchir sur le passé, le présent et le futur. Quelle francophonie voulons-nous pour l'avenir? Quelle francophonie au service des pays, au service des populations locales, au service des jeunes et des femmes? C'est pour cette francophonie des solutions que nous nous sommes réunis aujourd'hui. Et les anciens et témoins de la création de l'organisation en Afrique depuis 1970 sont présents à leur côté pour leur indiquer le chemin qui convient, mais aussi avec des hommes politiques et responsables en charge des questions diplomatiques et culturelles pour porter un regard prospectif sur les défis liés à la construction d'un état de droit et d'un espace francophone exempt de toute violence. L'expérience que nous apportons du vivre ensemble, c'est d'abord apprendre à se connaître. Il y a une amitié qui naît, il y a une relation. Et je crois que la francophonie a apporté, au-delà de la langue, l'amitié entre les peuples. La francophonie a rayonné à partir de 1989 dans le sens, 1, de la démocratie dans l'espace francophone, 2, dans le sens du droit dans l'espace francophone, 3, dans le sens de la démocratie, des élections libres, transparentes, et enfin, globalement, dans le sens de l'état de droit. Et cette impulsion demande l'implication des anciens. Il est attendu des travaux de cette rencontre qui a réuni plusieurs pays de l'Afrique francophone, la mise sur pied d'un réseau des anciens ministres de la francophonie pour la promotion du vivre ensemble et créer un creuset pour une diplomatie multilatérale. Au-delà de la célébration, à chaque 20 mars de la journée internationale de la francophonie, eh bien, il est plus question, nul ne le perd de vue, de valoriser l'usage du français comme langue, d'accroître son influence. Ça passe d'abord par son apprentissage. Direction le village du Bénin où s'apprend justement la langue française par les étrangers, on va dire. Comment se fait donc l'apprentissage sur place? Quelle perception les apprenants ont-ils de la langue? Elia Banyandao, Nathalie Panengue sont allés à leur rencontre. De l'expression idiomatique. 5e langue la plus parlée au monde, le français intéresse de plus en plus pour diverses raisons. Nous sommes au Centre international de recherche et d'études de langue, village du Bénin, situé au sein de l'Université de Lomé.
Les ressortissants de 12 pays anglophones apprennent chaque année la langue française, chacun selon ses besoins. On nous apprend la grammaire, la production écrite, la production orale, la conjugaison. Je veux être journaliste. Donc pour être journaliste, c'est n'importe langue peut arriver, ou bien je peux aller dans n'importe pays pour travailler. Il y a les prêtres qui sont là, ils sont des missionnaires envoyés dans un pays francophone. Ils doivent apprendre la langue pour pouvoir faire le travail, prêcher, l'évangélisation. Mais mon cas est particulier. C'est pour aider les jeunes qui veulent, c'est-à-dire dans notre pays, dans mon pays, le Nigeria, les gens qui veulent apprendre cette langue. J'aimerais être enseignant. J'ai fait l'expérience lorsque j'étais parti en Côte d'Ivoire et c'était une mission. Au début, ce n'était pas facile. Comme les gens disent souvent, c'est une langue un peu compliquée. Il faut beaucoup de règles, des accords, ainsi de suite. Mais avec beaucoup d'études et beaucoup d'efforts, quand même, je ne suis pas fort, mais j'arrive quand même à m'exprimer et les gens me comprennent. Parmi ces apprenants, des hommes d'affaires, des étudiants, des professeurs de français et élèves professeurs de français, voire des religieux. La sœur Gracia, de nationalité indonésienne, fait ses premiers pas dans l'apprentissage du français. Pour moi, c'est très important pour apprendre français. Parce que bien parler français, bien travailler. Moi, après, travaille avec les enfants à l'école. Nous avons des étudiants qui sont inscrits dans des départements de français dans leur université d'origine. Donc, ils sont essentiellement non francophones et pour le cas d'espèce anglophones essentiellement du Ghana et du Nigeria, qui viennent passer leur 3e année d'apprentissage du français à l'université ici. Il y a une autre catégorie, les élèves professeurs de français dans les pays anglophones. Ils sont en train d'apprendre à devenir des professeurs de français, donc dans les écoles normales du Ghana. Et pendant les vacances, eux aussi viennent renforcer leurs compétences. Le village du Bénin se veut un centre de référence qui, depuis 1908, œuvre dans la promotion de l'anglais, du français et des langues parlées au Togo. Nous faisons le devoir d'accompagner ces étudiants qui viennent chez nous dans la pratique de la langue française. Ils viennent essentiellement des pays anglophones. De plus en plus, nous avons des étudiants qui viennent de l'Europe de l'Est et de l'Amérique du Sud. Nous avons également des étudiants qui viennent de la Guinée équatoriale, du Tchad. Au BAMO, globalement, nous recevons 12 nationalités par an qui viennent ici apprendre la langue. Donc, il s'agit pour nous d'assurer le rayonnement de cette langue. C'est donc une mission qui rime avec le thème « La langue française, notre trait d'union pour agir », retenu pour marquer ce 20 mars, la journée de la francophonie. Et mis à part aujourd'hui la langue française que nous avons en partage, qu'est-ce que la francophonie apporte à vous et moi, aux citoyens lambda, à nos États, pas français mais francophones? Christine Pétikialoudé s'est intéressée précisément au Togo, notre pays. Voici son document. La francophonie, un espace linguistique de 84 États membres et associés qui ont en commun et en partage la langue française. L'institution compte aujourd'hui 250 millions de locuteurs sur les 5 continents. Les valeurs que partagent les membres et les idéaux poursuivis font de l'organisation un levier de développement. La recherche de la paix dans le monde, l'expression plurielle des diversités culturelles, la défense et la protection des droits de l'homme sont quelques-unes de ces valeurs. La promotion d'un idéal démocratique avec la déclaration de Bamako, l'OIF travaille à renforcer les capacités des États en matière de démocratie, en matière de promotion des droits humains, des droits de la personne, en matière surtout d'égalité, de la promotion de l'égalité femmes-hommes, des droits des femmes, des droits des enfants. L'OIF, depuis le sommet de Dakar en 2014, a adopté une stratégie de la francophonie économique et 2 ans après, la stratégie numérique pour mieux répondre aux défis de l'heure.
Le Togo particulièrement bénéficie de tous ces programmes. Nous avons une francophonie de plus en plus proche des populations, une francophonie de plus en plus proche des jeunes et des femmes à travers le programme de promotion de l'entrepreneuriat pour ces cibles. Mais nous avons aussi des programmes pour les communes du Togo, les communes des pays en matière de développement durable. Nous avons une jeune compatriote togolaise, Mme Assogba, qui est lauréate, une des premières lauréates du prix du jeune entrepreneur francophone qui a été décerné au mois de novembre dernier. Il y a vraiment une jeunesse togolaise dynamique que nous essayons de mettre en valeur, en lumière. Il y a une jeunesse togolaise qui porte l'avenir de ce pays à travers l'entrepreneuriat. C'est pourquoi, au sein du bureau régional, nous avons ouvert un incubateur qui accompagne les jeunes Togolais, en particulier de la sous-région en général, pour développer leurs projets, leurs idées, leurs entreprises. Les autorités de ce pays aussi y travaillent parce que c'est quelque part la jeunesse qui porte le présent et l'avenir de nos pays. Il y a vraiment sur le site de l'AUF et au site du campus numérique francophone à Lomé, beaucoup d'informations dont les jeunes Togolais peuvent bénéficier. L'OIF est né en mars 1970 à Niamey, au Niger, sous la forme d'une agence de coopération culturelle et technique devenue agence intergouvernementale de la francophonie et quelques années après, l'Organisation internationale de la francophonie. La suite est cette séance spéciale d'hommage à feu député Kosigan Kodjo Maouli Plémy, décédé le 28 février au CHU Sylvanus Olympio de Lomé. Cérémonie qui aura lieu le vendredi 23 mars 2018 à 8h dans la salle des plénières au Palais des Congrès, siège de l'Assemblée nationale. C'est ce qu'indique ce communiqué du président de l'Assemblée nationale qui invite donc les députés à cette séance spéciale d'hommage. Notre deuxième titre ce soir, le HCROM et le processus d'indemnisation. Fini la première étape de réparation des victimes vulnérables. L'institution entame ce mardi la deuxième étape d'indemnisation. Elle concerne cette fois toutes les victimes non vulnérables sur toute l'étendue du territoire. Les préfectures de Golfe, d'Aguenivé, de Kévé et du Grand Lomé seront les premiers servis. Serge Tastom, Pierre Sousoupo. À l'intérieur de cette enveloppe, un chèque de banque dûment établi à l'ordre de cette victime conformément aux recommandations de la CVJR, Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Le Haut Commissariat à la Réconciliation et au renforcement de l'unité nationale, HCRON, passe à la seconde phase de son processus, celle de réparation et d'indemnisation des victimes des événements politiques de 2005. Cette étape est consacrée aux victimes non vulnérables du Grand Lomé, des préfectures de Golfe, d'Aguenivé et de Kévé. C'est uniquement la phase des indemnisations qui est placée sous le signe de l'étape 2. Étape 2 de 2005, qui est de servir aux victimes non vulnérables et leur indemnisation. Il vous souvient également que l'allocation première de l'État qui était de 2 milliards. Ces 2 milliards, nous avions annoncé que ça devrait couvrir 2475 victimes. Si vous prenez ces victimes, moins à peu près 150 personnes qui sont recensées comme vulnérables, donc actuellement nous restons à servir plus de 2200 chèques à des victimes. Il convient de noter que nous avons ces victimes se trouvant sur toute l'étendue du territoire et n'étant pas vulnérables, ne nécessitant pas de prise en charge médicale. Donc c'est le HCRON qui va organiser des équipes à travers tout le pays. Quand nous prenons un montant, nous voulons que toutes les victimes sur toute l'étendue du territoire soient concernées. Sinon on pouvait réunir toutes les victimes d'une seule région, que ça irait vite. Mais il ne faut pas que de l'intérieur du pays, on apprenne qu'on est en train de servir les indemnisations et puis on sert seulement ceux de Lomé, on sert seulement ceux d'Atapamé. Vous savez, il y a eu des victimes sur toute l'étendue du territoire. Il faut pouvoir les couvrir. La présente phase va couvrir toutes les régions du Togo, notamment les 8 points focaux définis par le HCRON. Plus de 2000 chèques vont être servis au cours de cette phase. Les services de prise en charge médicale et psychologique sont en place pour écouter et donner d'utiles conseils
aux victimes. En 4 jours, 144 ayants droit de Lomé et de ses environs passeront devant les différents services du Haut-Commissariat pour rentrer dans leurs droits. Vous êtes à Kara, dans la région, jeunes ou femmes, envie de créer votre entreprise, tenter d'entreprendre par exemple, eh bien, l'ARMP, l'autorité de régulation des marchés publics, ouvre une session de formation sur place. Tout sera dit sur les 20% de parts de marché public annoncés par le chef de l'État. Les précisions de Nestor Moujou. 20% au moins des marchés publics sont désormais consacrés aux jeunes et femmes entrepreneurs. Une décision du président de la République prise lors de son message à la nation du 3 janvier dernier. L'autorité de régulation des marchés publics déblaye le terrain pour la mise en œuvre effective de cette mesure. La RMP organise une série de formations dans ce sens. Les jeunes et femmes entrepreneurs de la partie septentrionale du pays sont à Kara pour un renforcement des capacités. Il s'agira de renforcer les capacités de ces jeunes dans les différents modules qui ont été préparés spécialement à leur intention, de façon qu'ils puissent tirer meilleur profit des marchés qui leur sont réservés. Et ces formations sont organisées en collaboration avec la Direction nationale du contrôle des marchés publics et le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes. La participation aux appels d'offres obéit aux règles et procédures spécifiques en matière de passation des marchés. L'autorité de régulation des marchés publics facilite la compréhension de ces exigences aux jeunes et femmes entrepreneurs. Un exercice qui vient compléter d'autres. Une cellule de travail de haut niveau a été mise en place à la présidence de la République pour travailler à définir le profil du jeune, mais aussi la typologie des marchés auxquels le jeune peut souscrire et les moyens à mettre en œuvre pour lui faciliter l'accès à ces marchés-là. Un guichet unique a été conçu et mis en œuvre pour permettre aux jeunes de pouvoir, dans un même lieu, obtenir tous les documents nécessaires dans la chaîne de soumission au marché public. Les participants à cette session de formation sont issus de la zone 3, qui va de Saint-Cassé à Sautebois. Les cibles de la zone 2, c'est-à-dire de Blita à Tchévier, auront leur session à Atapamé dans les prochains jours. Celles de la zone 1, qui couvre Lomé et ses environs, ont été formées entre fin février et début mars. De nouveaux matériels pour les laboratoires de l'École supérieure d'agronomie de l'Université de Lomé, 2 lots de matériel, dont de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le matériel a été réceptionné ce matin. Voyons cela avec Samuel Degbe et Chassim Nabaga. Ce matériel sert à l'insémination artificielle des bovins et à l'analyse de la composition chimique et de la valeur nutritionnelle des aliments. Évalué à 57 millions de francs CFA, c'est la première partie d'un financement de plus de 227 millions de francs CFA que l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA s'engage à mettre à la disposition du gouvernement dans sa volonté de réduire de façon drastique la dépendance du Togo en produits laitiers et carnés. Avec le matériel qu'on a reçu, on va donc diffuser les semences des animaux les plus performants en termes de production de lait et en termes de production de viande. Puisque ce n'est pas un seul taureau qu'on aura, c'est plusieurs taureaux. Et donc en fonction de ce que l'éleveur voudra faire comme production dans son élevage, on va donc diffuser ce sang-là dans cet élevage. La deuxième chose, c'est que quand on aura fait ça, on va suivre donc ces élevages-là en termes de conduite, en termes de gestion technique, en termes d'alimentation et en termes d'hygiène. Ce qui nous permettra d'avoir, pour ce qui est de la production laitière, de meilleure production, mais aussi de bonne qualité. Bon, pour ce qui est de la viande, effectivement, c'est les mêmes conditions et on aura des animaux plus performants et donc qui vont donner plus de viande. Une partie de ce matériel est destinée au centre de recherche et d'élevage d'Avitonou dans la préfecture d'Agou et de Chichao dans la préfecture de la Koza. Des fermes environnantes identifiées pourront également bénéficier de ce matériel, a indiqué Mme Bali Nemé, secrétaire générale représentant le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage.
L'autre lot d'équipements reçus par les laboratoires de l'École supérieure d'agronomie de l'Université de Lomé est constitué de cette unité de production de poudre de graines de Nîmes et ce chromatographe couplé à la spectrométrie de masse. Il s'agit de matériel destiné à la production de biopesticides qui protègent l'environnement et la santé et le contrôle des pesticides qui entrent sur le territoire national. Tout ce qui arrive comme pesticides de toutes les façons dans le pays, on peut les analyser. Ce laboratoire-là, ce qui est équipement permet de savoir et de voir effectivement si ce qui est distribué équivaut au produit pour lequel l'homologation a été donnée. En plus de ça, les pesticides biologiques que nous pouvons avoir peuvent être aussi analysés pour voir aussi ce que ça contient et leur innocuité par rapport à la santé humaine et à l'environnement. D'accord. Donc le Nîmes, c'est un des produits qui est utilisé depuis longtemps, mais seulement pour pouvoir travailler ça jusqu'à arriver au produit utilisable directement, il y a un processus relativement long que les utilisateurs ne sont pas prêts à enclencher automatiquement. Donc avec le matériel que nous avons, nous pouvons mettre à leur disposition les produits, je dirais, finis, qui peuvent être directement utilisés. Estimé à 90 millions de francs CFA, ce matériel est un appui de l'ONUDI, Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, qui soutient le Togo dans l'exécution du programme de renforcement des capacités et d'assistance technique pour la mise en œuvre de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. Il est 20h21 à l'étranger en France. La justice passe à la vitesse supérieure 7 ans après les premières révélations sur le financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy. Financement supposé, l'ex-président français dans les locaux de la police judiciaire à Nanterre, près de Paris. Il doit répondre aux enquêteurs. C'est ici, dans les locaux de l'Office anticorruption de la police judiciaire à Nanterre, que l'ancien président de la République française se trouve depuis mardi matin. Placé en garde à vue, il est interrogé dans le cadre de l'enquête sur les soupçons de financement de sa campagne présidentielle de 2007 par la Libye de Mouammar Kadhafi. Une enquête ouverte en 2013, un an après la publication par Mediapart de documents libyens attestant de versement de plusieurs millions d'euros. Pour le site d'information, la convocation de Nicolas Sarkozy signifie que les enquêteurs ont rassemblé suffisamment de preuves. Nous savons que les enquêteurs français se sont rapprochés du bureau des investigations du procureur de Tripoli et qu'il y a eu une collaboration. Il y a toujours en Libye de hauts dignitaires que nous fréquentions. Ces gens-là ont beaucoup de choses à dire. Comme Ziad Takieddine par exemple, un homme d'affaires franco-libanais. En 2016, il affirme avoir transporté 5 millions d'euros en liquide de Tripoli à Paris pour financer, dit-il, la course à l'Élysée de Nicolas Sarkozy. Là, on est face à ce que nous considérons probablement comme la plus grave des affaires de la Ve République, puisque de l'argent sale venu d'une dictature a abondé politiquement et de manière privée la France. C'est la première fois que Nicolas Sarkozy est entendu par la justice depuis l'ouverture de l'enquête. Il a toujours nié catégoriquement ces accusations. Sa garde à vue peut durer jusqu'à 48 heures. Les juges décideront ensuite de la mise en examen de l'ancien chef de l'État ou de son placement sous le statut de témoin assisté. Vive la République! Et depuis cette garde à vue, eh bien, les soutiens de Nicolas Sarkozy se manifestent. Aucune déclaration cependant de l'Élysée pour l'instant. La politique encore, mais chez nous maintenant, unir le parti présidentiel poursuit l'installation de ses comités locaux dans les différentes préfectures. À suivre ce soir les étapes de Tchaoudjo, Tchamba, Mo, Blita et Sotoubois. Le récit de Lamarck Bojona. À ce côté, les cadres du parti UNIR, avec à leur tête le militant Roubangra Nassam, ont procédé à l'installation du comité communal et du comité préfectoral du parti Union pour la République. Les deux comités sont composés chacun de 9 membres et sont dirigés respectivement par les secrétaires Soroji Sissé et El Hadj Tchagao Saïd pour un mandat de 3 ans. Union pour la République, UNIR, s'est tenu les 28 et 29 octobre 2017, le congrès du dit parti à Tchévier. À l'issue des travaux de ce congrès, d'importantes décisions ont été prises, notamment celles relatives à la création des comités de base, des comités cantonaux, des comités
communaux et des comités préfectoraux. C'est ainsi qu'au niveau de chaque préfecture, sous la houlette des vice-présidents régionaux, ces comités ont été mis en place dans le cadre du renforcement de nos actions politiques sur le terrain. Au niveau de la préfecture de Tchaoudjo, des militantes et militants ont été cooptés pour animer ces comités. La cérémonie d'aujourd'hui consacre l'installation de ces membres. Tour à tour, les cadres du parti UNIR ont expliqué aux deux bureaux le rôle qui leur a été confié et leur demandé de s'investir. Et voilà, quelques soucis visiblement sur ce sujet sur lequel nous reviendrons bien évidemment dans nos prochaines éditions. Dans la foulée, cette journée de réflexion des femmes unies au goût, réflexion pour nourrir le débat de la journée du 8 mars, on retient cet appel lancé aux femmes, appel à rester mobilisées pour réclamer et promouvoir leurs droits. Sylvain Aboudjou. De toute catégorie socio-professionnelle, ces femmes mobilisées par le mouvement des femmes pour unir section Ougou pour la journée de réflexion initiée dans le contexte du prolongement du 8 mars, journée internationale de la femme. Une journée d'échange et de partage dans la dynamique de créer une solidarité pour plus d'efficacité dans les actions et initiatives de promotion de la femme pour un développement participatif de la communauté. Au cœur des débats, la participation de la femme à la gouvernance publique, thématique décortiquée pour faire comprendre aux femmes leur engagement à mettre en œuvre des politiques et programmes pour mieux participer aux postes de décision, surtout en cette période des enjeux électoraux. Nous allons nous battre, sincèrement nous allons nous battre pour arracher maintenant les places de force. Nous n'allons pas rester les bras croisés pour dire 8 mars, 8 mars. Nous allons lutter, nous allons sensibiliser les autres. Nous allons rester ensemble pour pouvoir arracher les places chez les hommes. Nous allons nous aider entre nous. Nous allons nous regrouper au moins pour faire ce qu'on peut faire. Nous n'allons plus rester les bras croisés pour dire que quelqu'un va le faire à notre place. Nous-mêmes, nous allons lutter pour le faire. Il s'agit également de les sensibiliser pour renforcer leur leadership, à oser pour intervenir dans la gestion des affaires publiques, contribuant ainsi à susciter en elles un engouement à être des actrices à fort potentiel à la bonne gouvernance. Rappel également à tous à rester mobilisés contre le cancer du sang. Un vaste projet porté par Togo Cellulaire et l'ONG Alafia, les deux entités ont rassemblé des femmes au centre communautaire de Tocoin, à qui on a appris les méthodes de prévention, à prendre par exemple à palper ses seins. Le compte rendu de Yasmine Kodia. Le cancer de sein, selon les spécialistes, fait plus de victimes dans le monde. Au Togo, plus de 14% des femmes en âge de procréer en souffrent. Le cancer de sein, c'est une des maladies silencieuses qu'on rencontre chez les femmes. Il y a la théorie de l'alcool, du tabac, de l'obésité, des règles précoces, de la ménopause tardive. Malheureusement, au moment du dépistage, les femmes arrivent à un stade très avancé. La femme, les 5 jours après les règles, peut valablement palper ses seins, soit debout ou couché. Pour Togo Cellulaire, le recours aux soins demeure tardif. En vue d'améliorer la santé de la femme au Togo, la Société de la téléphonie mobile aux côtés de l'ONG Alafia s'engage à accompagner la couche féminine à lutter contre le cancer de sein. Les jeunes, les filles d'Alafia jeunes ont demandé au ministère de venir faire la palpation de sein. Et on a vu que parmi un petit nombre, on a quand même vu des filles, jeunes filles qui ont des nodules. Là, on a eu l'idée d'écrire un projet qu'un partenaire a pris, que nous avons commencé depuis 2015. Il était important pour le leader de la téléphonie mobile au Togo de se positionner sur ce projet d'importance majeure pour marquer une fois encore son engagement sur cette cause sociétale qu'est la santé de la femme. Le leader de la téléphonie mobile accompagne le projet. Nous l'avons accompagné par le biais d'un sponsoring doublé d'un mécénat sur tout le projet parce qu'il s'agit en fait d'un projet social. Donc nos patrons se sont engagés là-dessus et nous accompagnons tout le projet sur l'aspect financier
et sur les aspects organisationnels également. Ici, les techniques d'autodépistage sont inculquées aux femmes à travers des supports audiovisuels. Des démonstrations sont faites pour leur permettre de bien assimiler les pratiques de dépistage précoce telles que l'autopalpation des sangs, le partage des sangs pour déterminer le noyau du cancer et autres. L'échographie mammaire, la mammographie sont aussi des méthodes de la prévention pour lutter contre la maladie. Dans le reste de l'actualité, la semaine de l'étudiant à IRIS, l'Institut des hautes études des relations internationales et stratégiques, fait majeur cette conférence sur l'avenir de l'enseignement supérieur au Togo, défis et perspectives. L'exposé Nathalie Panengui. C'est parti pour l'édition 2018 de la semaine de l'étudiant à l'Institut des hautes études des relations internationales et stratégiques IRIS. Première activité, une conférence sur l'avenir de l'enseignement supérieur au Togo, défis et perspectives. Parmi ces défis, on peut relever les problèmes de massification avec des effectifs de plus en plus importants. On peut relever les problèmes se rapportant à l'adéquation aussi entre le besoin du marché et les formations qui sont dispensées dans les différents établissements et la gestion ou l'assistance dont a besoin le secteur privé de l'enseignement supérieur. Ces journées portes ouvertes sont aussi un rendez-vous culturel, une opportunité pour l'apprenant de montrer son savoir-faire à travers des activités sportives, récréatives et professionnelles. En réalité, au niveau des étudiants, nous avons prévu de faire le brassage culturel en fait à travers des danses folkloriques, à travers des concours qui vont mettre en exergue ce que nous apprenons ici, le concours Juris Intelligentsia, et également des débats, des joutes, des oratoires, des concours d'éloquence en fait, pour prouver ce que nous apprenons ici tout au long de notre année académique. D'abord, un engagement en tant que citoyen et un engagement dans les activités organisées, les activités socio-culturelles. Parce que en fait, on pense généralement que quand on vient à l'université, on est toujours dans les amphis, c'est les cours, c'est les livres. Non, la formation, c'est global. Activités de cours, activités dans les amphis, mais activités socio-culturelles aussi. C'est ça qui forme l'homme dans sa totalité. Plusieurs écoles supérieures sœurs seront de la partie le mercredi prochain consacrées journée culturelle pour des échanges culturels, des expositions culinaires et bien d'autres jeux. La semaine de l'étudiant prend fin vendredi. Du cinéma à présent et ce premier festival africain de films des femmes cinéastes, événement 7e art à Lomé lancé hier lundi. Au menu, les techniques de tournage, de réalisation, de production de films. Les précisions de Ulrich Chamega, Viviane Sougy avec Nathalie Panengui. L'industrie cinématographique du Togo veut davantage impliquer les femmes dans la production des films. C'est à travers le Festival africain des films des femmes cinéastes. Une rencontre consacrée à l'émergence des femmes togolaises sur la scène du cinéma. Il y a une disparité constatée dans le monde cinématographique. On trouve plus les femmes devant la caméra que derrière la caméra. Alors nous avons jugé utile de pouvoir équilibrer les choses. Parce que partout, aujourd'hui, on parle du monde 50-50, mais sur le plan cinématographique, ça traîne encore. Les femmes ont beaucoup d'initiatives, elles ont l'inventivité, elles ont la créativité. Voilà pourquoi on s'est dit qu'il faut mettre en place ce festival à 100% féminin. Nous avons fait des formations d'abord sur les ODD. Nous avons essayé de toucher le problème de cybercriminalité. Nous avons dans le programme de changement, donc le sujet sur les changements climatiques. Nous avons le sujet sur la femme et la politique. Les femmes se sont mobilisées pour acquérir les b.a.-ba de la technique du 7e art. Elles saluent cette initiative qui vient valoriser leur talent. Et dans la formation, on a eu à faire la réalisation, le montage, l'écriture du scénario. Après cette formation, je vais me lancer profondément dans ce domaine et essayer d'approcher les structures pour pouvoir
apprendre encore d'autres choses. C'est en 2017 que ce festival a été créé. Le Festival africain des films des femmes cinéastes se veut une plateforme d'intégration et de brassage culturel des actrices du cinéma. Cet événement culturel est cette année à sa première édition. Enfin, nous l'annoncions en titre, ça ne nous arrive pas souvent, du moins ces dernières années, accueillir les grands jours ce lundi pour l'AS Togo Port, qualifié pour la phase de poule de la Ligue africaine des champions. Les Matelots l'ont fait, source de fierté nationale. Reportage de Champiutba. Après sa brillante qualification dimanche soir à Khartoum pour les huitièmes de finale de la Ligue africaine des champions, l'AS Togo Port était attendu pour son retour à Lomé. Retour effectué aujourd'hui à l'aéroport international Gnassingbé et Adema, où attendait le président d'honneur du club et DG du port, Foga Adéon, accompagné du secrétaire général de la Fédération togolaise de football. Nous devons revoir même nos ambitions à la hausse parce que l'objectif aujourd'hui, après cette qualification de haute lutte, ce ne serait plus une figuration en poule. Alors, pourquoi pas aujourd'hui la coupe? Alors, dans cette perspective, je crois quand même que tout ce qui doit être fait, tous les efforts qui doivent être faits à tous les niveaux seront faits. L'AS Togo Port, auréolé de sa qualification, pense déjà à la phase des poules. On essaie de renforcer cette équipe qui va donner suffisamment un mental d'acier, parce que c'est vrai, ça ne va pas être facile, mais ce que nous comptons pour faire dans un premier temps, revoir notre système de jeu, renforcer cette équipe et faire en sorte que tous les matchs qui seront joués à domicile, qu'on puisse les gagner, mais de façon honnête. Mercredi, à l'issue du tirage au sort, prévu au siège de la CAF au Caire en Égypte, l'AS Togo Port sera fixé sur ses adversaires. Bravo donc à l'AS Togo Port. Merci à vous qui nous suivez ce soir encore à Ando Akweve dans la veille et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée à vous.